Merci Alcide, et bonsoir ou bonjour, je ne sais plus, à tous, ceux qui sont présents, ceux qui sont malheureusement loin, des amis souvent anciens, d'autres tout à fait actuels, Dieu merci. Et donc on se retrouve autour de ce thème dont Alcide a souligné qu'il a une actualité que nous n'avions pas prévue, autour donc du thème de la diversité et des convergences révolutionnaires dans le peuple des campagnes, d'une république à l'autre, et donc j'embrasse prétentieusement large, de 1792 à 1848. Alors, pour mieux cerner ce sujet compliqué, on va laisser le débat contemporain pour la fin, moi j'entame tout de suite le sujet par le terme de mon propos, c'est-à-dire par la situation de 1848. Si tu peux mettre la première diapo, on y va. Donc il s'agit d'une lithographie qui représente ce qu'on appelle le printemps des peuples, c'est une certaine actualité, c'est-à-dire ces fameux mouvements qui, au fil des années de 1848 à 1850, traversent toute l'Europe et proclament donc la nécessaire liberté de tous, et notamment des peuples des campagnes, avec notamment une symbolique qu'on retrouve un peu partout dans l'art et dans différentes représentations, notamment donc, ce thème du cortège derrière la surimposition, du cortège qui mêle donc des gens de toutes conditions, qui sillonnent la campagne et qui se retrouvent donc derrière un immense cortège, connu, c'est une représentation très connue, qui représente donc, qui mêle en quelque sorte hommes, femmes, de toutes catégories sociales, de nations différentes, avec notamment la symbolique bien sûr des drapeaux qui les incarnent, avec aussi des patronages idéologiques tout à fait contradictoires, des signes religieux, bien sûr la croix entre autres, mais aussi laïques, avec donc différentes versions. Et on peut passer à la diapositive suivante, qui justement incarne une version française de ces mêmes cortèges, de ces mêmes symboliques. C'est la même chose, mais transposée au bénéfice de Ledru-Rollin, le représentant républicain par excellence quand la Seconde République commence déjà à vaciller sous les coups de Louis-Napoléon Bonaparte, qui se porte candidat donc en 1850 au nom de la République, et qui lui aussi donc tente de drainer cette espèce d'unanimité populaire derrière son accent volontairement républicain, avec toute une symbolique, je ne vais pas entrer dans le détail, mais qui retrace bien le sens de cette candidature. D'un côté, plutôt le peuple mêlé, avec notamment la blouse paysanne comme symbole de cette catégorie qui nous concerne directement, et de l'autre côté, plutôt la bourgeoisie française, incarnée par des hommes en redingote, et avec de chaque côté, là aussi, des symboles qui représentent la France de tous azimuts, et qui donc est censé, là aussi, unifier totalement cette vision du peuple. Donc c'est le peuple comme un tout rassemblé, comme une forme, en quelque sorte, une force unanime, imposant sa prédominance. C'est le démos grec dans toute sa splendeur, mais avec, néanmoins, de façon presque concomitante, diapo suivante s'il te plaît, des visions absolument contraires, dont l'une des plus connues pour nous artésiens est celle qu'a peint notre peintre local Jules Breton, c'est la fameuse procession d'érogation dans les campagnes d'Artois, avec évidemment là, la symbolique du peuple des campagnes qui suit le cortège religieux à la procession, avec tous les éléments caractéristiques, les aubes des enfants de chœur, le prêtre devant le dé qui protège, sous le dé plutôt, qui le protège, et puis là aussi derrière, le peuple des campagnes assemblées, et autre symbole significatif de l'époque, les femmes à genoux qui vénèrent donc ce peuple et surtout cette église qui bénit les blés. Cette vision, elle est prolongée, on le sait bien, dans la littérature, avec notamment Victor Hugo. Diapo suivante, s'il te plaît. Merci. Cette fameuse citation des choses vues de Victor Hugo, je le lis parce que c'est tellement fort. Ils ont voté, troupeau que la peur mène, paître entre le sacristain et le garde champêtre, maire narquois, traînant vos paysans au vote, marguilliers au regard vitreux, curé Camus, est-ce que vous croyez que la France c'est vous? Évidemment, l'altercation est très forte sous ce verbe flamboyant de Victor Hugo, qui incarne évidemment la contre-vision du peuple des campagnes comme un fardeau
qui entravent au contraire la marche de la République et qui donc est, on y reviendra, considéré comme largement responsable de l'aboutissement au Second Empire. Donc tout cela, et notamment ces visions contradictoires, nous amènent et nous obligent quasiment à nous poser une question: qu'est-ce que nous devons entendre par peuple des campagnes? Tous les paysans, quel que soit leur statut, leur exploitation, leur situation, l'ensemble des villageois, qu'ils soient paysans, c'est au sens strict, vivant de la terre, ou au contraire de l'artisanat, voire de la rente. Évidemment, là, on sent tout de suite la limite difficile à franchir. Alors, l'une des exigences, me semble-t-il, de ce type de sujet, c'est de nous interroger, bien sûr, sur la signification de cette notion de peuple des campagnes. Et c'est ce que je voudrais faire, notamment en préalable à cette intervention, avant d'examiner les évolutions, avec une idée majeure qui explique mon titre, c'est-à-dire l'idée qu'on ne peut pas faire de cette histoire, entre 1792 et 1848-50, une histoire en continu, mais au contraire, une histoire marquée par des allers et retours, par des changements de situation. Et c'est ce que je suivrai, donc, diapo suivante, s'il te plaît, selon donc, 3 thèmes successifs. Ah non, j'ai oublié ça. Bon, pardon, j'y reviens quand même brièvement. J'avais oublié cette diapo qui me semble, elle aussi, très intéressante, qui rappelle qu'il y a eu des résistances au coup d'État de Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III, lors de son coup d'État de 1851. C'est le monument élevé aux martyrs donc, du 2 décembre 1851 à Neuvy, dans le département de la Nièvre, et qui rappelle, qui souligne que certains membres du peuple des campagnes, certains ruraux, se sont soulevés contre le coup d'État fomenté par le futur Napoléon III. Et ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous le voyez, c'est que ce monument, donc qui existe encore, hein, relève en dehors de la date de 1851 3 autres dates, 1792, 1848, 1870. Ce sont évidemment les dates républicaines par excellence, même si 1870 est un peu discutable. Évidemment, on est là dans justement cette continuité que vous souhaitiez notamment suivre dans le thème, sur le thème du peuple. Et donc ce monument que j'avais malencontreusement oublié signale, si je puis dire, le fait que là encore, il n'y a pas un monolithisme des comportements populaires face à la politique et en particulier dans le devenir de la République. Et là, j'en passe vraiment à mon plan qui est la suite. Donc, 3 thèmes à dominante chronologique. D'abord, les inévitables préalables qui exigent en quelque sorte qu'on approfondisse la définition de ce peuple des campagnes. Ensuite, la manière dont tout cela se met en mouvement au cours des premiers mois de la Révolution française jusqu'en 1792, époque où commence à apparaître un fractionnement extrêmement manifeste et qui va expliquer une situation de la fin de la Première République, 1799, de repli en quelque sorte hors du champ politique, au moins c'est comme ça qu'on peut en partie l'interpréter. Et je terminerai donc par une question finalement un peu prosaïque. Après 1800, où est donc passé le peuple des campagnes, on a l'impression qu'il est disparu de cette scène française. Mais évidemment, on sait bien justement que, et le monument de Neuvy est là pour le rappeler, qu'il réapparaît justement à l'occasion de la Seconde République. Donc commençons par ces préalables et cette nécessaire définition de ce que nous entendrons par peuple des campagnes. D'abord, un bref rappel historiographique, si vous me le permettez. Cette historiographie, elle le rappelait il y a quelques minutes à propos de l'intervention de Jean-Clément Martin, a été fortement marquée par un certain nombre de pionniers de cette histoire rurale, et notamment par Georges Lefebvre, avec en toile de fond, en quelque sorte, de l'interprétation, la notion de révolution bourgeoise, présentée en quelque sorte comme la clé du phénomène révolutionnaire, avec, dans cette révolution bourgeoise, une place faite au peuple des campagnes, avec notamment l'idée que c'est cette dimension populaire, globale et rurale qui explique, au fond, le succès révolutionnaire, notamment en 1789. C'est comme ça que la Révolution devient authentiquement française par l'intermédiaire et l'intervention du peuple des campagnes.
Mais pour quel résultat? Évidemment, c'est une question majeure. Alors Georges Lefebvre lui-même, puis après lui, plusieurs auteurs et chercheurs avec des nuances, Paul Bois, Albert Soboul et plus récemment Guy Le Marchand, ont développé le thème d'une participation paysanne à la Révolution, mais suivie d'un repli sur des intérêts plus particuliers, en quelque sorte, plus communautaires aussi, qui se traduiraient donc par un retrait de la scène politique dès 92 ou 93. Alors, dans les années 1980, suite notamment à la publication de l'ouvrage d'Anatoly Adot, publié en France, enfin connu du moins en France dans les années 70, et relayé surtout par des travaux importants de Guy Robert-Hetny ou de Florence Gauthier. Donc cela inspirait, notamment par les théories de l'économie morale de l'historien anglais et Thompson, ces historiens ont insisté sur l'existence de ce qu'ils ont appelé une voix petite paysanne, c'est-à-dire une voix qui s'exprimerait dans la Révolution par le combat des paysans parcellaires, des petits paysans, disons pour faire bref, qui s'exprimaient par les revendications pour la terre, par exemple, ou sur les subsistances. Alors c'est peut-être là que serait le peuple des campagnes. A contrario, bien sûr, il ne faut pas oublier les visions attachées à la France contre-révolutionnaire qui insistent, ils ne cesseront pas d'insister sur le fait que le peuple des campagnes, c'est celui aussi de l'Ouest, de la Vendée notamment, qui s'oppose à la Révolution. Alors comment faire face à ces visions à la fois diamétralement opposées, ou en tout cas largement décalées? Bon, je pense que le grand apport des 30 dernières années, notamment depuis le bicentenaire, c'est le fait de refuser ces espèces de catégorisations un peu trop schématiques pour insister justement sur la multiplicité des comportements comme sur la multiplicité du peuple des campagnes lui-même. Alors c'est là-dessus que je voudrais maintenant insister brièvement, parce que c'est une ancienne que vous avez déjà entendue, on en a déjà parlé ensemble, notamment à propos du Premier Empire, si tu veux bien passer. Bon, nous avons tous en mémoire et en vision, je dirais, si nous avons un peu travaillé sur des documents anciens, la manière commune de lire la composition du peuple des campagnes dans les documents comme les rôles de taille ou les dénombrements de population, avec ces listes d'habitants, avec des propositions extrêmement différentes. Là, c'est le rôle de taille de la commune de Comeny, dans le bailliage de Pontoise, donc reprise par Jacques Dupaquier. Alors on a les listes habituelles, Charron, Cordier, j'en passe, hein, Tisserand, garde-moulin, manouvrier, voilà un mot bien connu, berger, mais aussi un peu plus loin des notations qui sont importantes, comme celle de fermier, ou alors des mots plus surprenants, sausson, c'est-à-dire commerçant spécialisé dans la revente de produits alimentaires. Bon, c'est une liste toujours assez intéressante, imagée, mais qui ne constitue pas, évidemment, une approche possible de l'hétérogénéité du peuple rural. Pour y aborder, pour l'appréhender, il faut, et c'est ce que je suggère, une démarche plus de recomposition, que je prendrai ensuite, si notre ami Alcide peut passer à l'image suivante, excuse-moi de t'arabuster. Je peux. Voilà. Donc, une recomposition qui se veut aussi une forme de synthèse avec ce que l'exercice comporte, évidemment, un peu aussi de simplification. Donc, dans différents travaux, j'ai proposé, en particulier pour, disons, la France entre Loire et Flandre, c'est moins valable pour les régions montagneuses, par exemple, de distinguer 5 grands types de situations sociales des villageois, c'est-à-dire pas seulement paysans, ce que j'ai appelé le groupe dominant rural, composé notamment de grands fermiers, qu'on oublie souvent dans nos catégorisations, mais aussi de meuniers, de marchands, minorité, 5% en gros des habitants des villages. En second lieu, ceux qu'on peut qualifier de ruraux indépendants, c'est-à-dire qui ont suffisamment pour vivre convenablement, soit de leur exploitation agricole, soit d'une autre activité. Alors ce sont les fameux laboureurs du bassin parisien et de la France du Nord, hein, justement indépendants parce qu'ayant un train de labour qui leur permet de cultiver leur propre terre,
mais ce sont aussi des artisans qualifiés, du genre Maréchaux-Ferrand, Charron, etc., qui forment autour de 20% de la population. Si nous descendons dans l'échelle des revenus et des moyens de subsistance, on arrive à ce que, faute de mieux, j'ai appelé les indépendants précaires ou partiels, dans lesquels se rangent, pour les régions qui ont un vignoble relativement important, les vignerons. Chez nous, ce sont les ménagers qu'on trouve dans de nombreux documents, soit de fiscalité, soit de dénombrement, c'est-à-dire en fait des gens qui sont justement, qui ont une petite exploitation et qui doivent travailler une partie de l'année à l'extérieur. Et puis les artisans peu qualifiés, par exemple des tisserands que nous avons vus tout à l'heure dans la liste, autour du quart des ruraux à peu près. Et puis la masse des ruraux, 30 à 50% pour le moins, sont les dépendants, c'est-à-dire qu'ils ne vivent presque exclusivement du travail chez d'autres. Alors l'exemple le plus connu dans nos régions, ce sont les manœuvriers, qui justement s'emploient pour une bonne partie de l'année chez les gros exploitants, les fermiers et dans une moindre mesure les laboureurs. Ce sont les ouvriers du textile, tellement nombreux dans certains secteurs de nos régions comme le Cambrésis, ou alors également les domestiques par exemple. Entre eux et la dernière catégorie, sont les démunis, assistés, mendiants, errants. Les limites sont souvent très floues, surtout quand la situation économique se dégrade. Et on a là donc une espèce de frange de population incertaine qui n'a pour vivre donc que des ressources soit accordées par la communauté villageoise, soit tirées de la mendicité. Et donc, face à cette situation, on a véritablement une caractéristique du peuple des campagnes, outre son hétérogénéité, c'est finalement l'ambivalence, et ça j'y insiste beaucoup, de ses comportements. Je m'explique. Il y a bien sûr des conflits au sein de cette société villageoise. La preuve, par exemple, les mouvements sur les subsistances au moment de la guerre des farines, en 1775, où l'on voit justement les dépendants du nord de l'Île-de-France, du futur département de l'Oise, etc., attaquer les fermes pour prendre le grain et soit le consommer, ou plus souvent encore, le revendre sur les marchés à des prix jugés plus normaux que ceux que pratiquent les fermiers ou les marchands de grains. Donc, des conflits, il y en a, et on en évoquera d'autres un peu plus tard. Mais il y a aussi, évidemment, une capacité de ce peuple des campagnes, pris comme un tout cette fois, à garder, si vous voulez, une part d'autonomie dans la gestion des affaires communes. Et à cet égard, je signalerai une thèse récente dont vous avez entendu parler, c'est celle de Comsignan sur les petites écoles de village, où notre jeune collègue montre de façon extrêmement solide à quel point la petite école des villages est l'objet d'une attention poussée de la communauté villageoise qui y voit une marque, en quelque sorte, de son autonomie et de son auto-administration. Et puis, ce sont bien sûr les mobilisations collectives contre ceux qui attaquent les intérêts communs. Et on suivra un exemple type de ces comportements avec la défense des marais communaux, importants dans cette région comme dans d'autres d'ailleurs. Et cette défense des usages collectifs a tendance à grossir en manifestation au fil des années, disons 1760, 1789. Notre collègue Jean Nicolas, dans ce remarquable ouvrage « La Rébellion française », a montré cette intensification au fil des décennies jusqu'à la Révolution française, qui donc ne survient pas dans un ciel complètement apaisé. Alors c'est là où nous en arrivons au cœur du sujet, avec à la fois les convergences et les dissensions dans la première étape de la Révolution, donc de 1789 à 1792. Alors je ne reviendrai que très brièvement sur la dynamique, à mes yeux très importante néanmoins, des États généraux, parce qu'on a déjà beaucoup parlé, mais quand même quelques rappels, si Placide veut bien passer à la diapo suivante, avec d'abord un fait majeur, qui est la vision totalement antagoniste que, disons pour faire bref, les élites du tiers-État peuvent avoir de la société rurale et en particulier des paysans. Je ne résiste pas à signaler ce texte du subdélégué de Valenciennes, c'est-à-dire le représentant de l'intendance dans le valenciennois, à l'occasion de l'Assemblée du tiers,
en mars 1789. Il dit que celle du Valenciennois, du Hainaut, n'a été tumultueuse que par le peu d'éducation et la grossièreté des 3/4 des électeurs, qui étaient ce qu'on nomme rustica progenies, race rustique, qui n'ont jamais annoncé que par des cris et des propos aussi cochons qu'eux, leurs prétentions presque toujours mal fondées. Évidemment, un tel mépris à l'égard du peuple des campagnes ne peut que le jeter à l'écart de toute participation politique. Mais en même temps, s'il te plaît, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit naître dans les leaders du tiers-État l'idée inverse. Et à cet égard, le texte peut-être le plus parlant est celui que écrit dans son avis au bon normand l'avocat rouennais Thouret. Je ne vais pas tout relire, mais ce qui est intéressant, c'est que d'abord il note que l'ordre du tiers-État offrirait une subdivision de classes à l'infini si l'on en admettait autant qu'il y a d'États et de professions diverses. Donc pas question d'aller dans l'émiettement que nous signalions tout à l'heure. Et la proposition suivante est décisive, évidemment. Il faut se borner à la distinction de deux grands intérêts qui absorbent tous les autres, celui de la population rurale et celui de la population urbaine. Du point de vue globalisation du peuple des campagnes, difficilement aller plus loin. Là, évidemment, le trait est tout à fait significatif. Et donc, on arrive à l'idée majeure, je termine là-dessus, et surtout attention que la classe des cultivateurs qui peuplent et fertilisent les campagnes soit efficacement représentée. Donc on voit là une promotion indéniable de ce peuple des campagnes qui constitue évidemment un plaidoyer en faveur de cette reconnaissance. Alors, tout cela, évidemment, passera par la rédaction des cahiers de doléances. Je passe sur le contenu de ces cahiers, je n'y reviens pas. On sait que la caractéristique aussi est la multiplicité des revendications et des déroulements, avec néanmoins une caractéristique commune à peu près à toute la France et à la grande majorité des cahiers, à savoir que la cible seigneuriale, la dénonciation des droits seigneuriaux, est quand même un leitmotiv qu'on retrouve dans la très grande majorité de ces cahiers, quelle que soit la situation. Et pour aller vite, j'en tirerai surtout une idée majeure, c'est qu'au-delà des représentations classiques de la Révolution française comme une révolution avant tout politique et des droits de l'homme, la thèse classique d'Alfred Cobham, de François Furet et d'autres depuis, il me semble qu'il y a bien une opinion politique populaire, et y compris rurale, qui se manifeste au travers de ce moment clé qu'est la réunion, que sont les réunions préparatoires aux États généraux. Et donc, dans ces campagnes, on aspire bien à une société plus juste, où le peuple serait représenté également dans les affaires publiques, notamment à travers des institutions locales ou au moins provinciales qui soient en quelque sorte valorisées. Et cette espèce de démarche, cette montée en quelque sorte du peuple en politique, se retrouve d'ailleurs dans les assemblées de bailliage et les assemblées intermédiaires pour les États généraux, où on a une forte participation de ruraux, jusque, et y compris dans les instances donc intermédiaires, et parfois, on le sait, même jusqu'à l'élection, il y a des paysans, qu'on en dise, même si ce sont des gros fermiers, à Versailles en 1789. D'ailleurs, autre signe, que Thouret en Normandie, Thouret que je citais avant, mais aussi Robespierre à Arras, signalons-le, éprouve le besoin de s'appuyer sur les campagnes, sur le tiers-état des campagnes, pour se faire élire, en court-circuitant en quelque sorte d'autres forces d'oppression plus urbaines, est tout à fait significatif de cette situation. Et évidemment, on va ainsi avoir une entrée en politique qui va se prolonger au cours de l'année 89 elle-même, et puis dans les mois qui suivent, quand se met en place la nouvelle construction nationale. Alors, Georges Lefebvre, encore lui, historien des paysans du Nord et, on l'a rappelé, de la Grande Peur, avait tiré de l'étude des documents judiciaires la mise en évidence très neuve alors, donc en 1924, de l'autonomie de sa révolution paysanne qui contribue notamment, par la Grande Peur justement, à la nuit du 4 août et à l'abolition des privilèges qui s'ensuit.
Mais il montre aussi qu'après cet événement, une bonne partie des problèmes restent à régler et que l'intervention des paysans, du peuple des campagnes dans les événements va aller, pour lui en tout cas, en s'érodant. Alors qu'est-ce qu'il en est? Il y a d'abord, me semble-t-il, je dis il faut distinguer les moments, et il y a une première période qui va, bon, grosso modo, de juillet 1789 au printemps 1791, qui se dessine comme un moment de convergence des comportements ruraux et du peuple des campagnes autour de deux traits fondamentaux. D'abord, la mobilisation qui continue contre le complexe féodo-seigneurial. Alors, il faudra se rappeler, bien sûr, que la nuit du 4 août abolit les privilèges, certes, mais déclare rachetables les droits seigneuriaux réels, les terrages, les champards, etc. Et ce rachat, dans une bonne partie des campagnes françaises, est refusé et donne lieu à des protestations et à un boycott, en quelque sorte, de cette situation. Autre type de mobilisation, c'est celui qui vise à la récupération des communaux que une bonne partie des seigneurs avaient accaparés en vertu des droits de triage dans les années qui précèdent la Révolution. Donc, il y a là un mouvement important qui prolonge indiscutablement les événements précédents. Mais, et on y a peu insisté pendant longtemps, et ce sont des travaux importants depuis une trentaine d'années, notamment par exemple ceux de Melvin Stein, qui ont montré qu'il y a aussi une forme de politisation rurale par le biais de la prise en charge des administrations locales. Alors rappelons très très brièvement de quoi il s'agit. Il s'agit du fait que en 1789-90, l'Assemblée constituante crée un véritable bouleversement de l'organisation territoriale de la France, dont l'un des aspects les plus intéressants pour ce qui nous concerne est évidemment l'instauration de municipalités élues, du moins par les citoyens qui sont actifs, donc municipalités élues dans chaque village, contrairement à ce que certains auraient voulu, c'est-à-dire une concentration des pouvoirs locaux au niveau, par exemple, des districts. Et ce qui est frappant, et pour l'avoir beaucoup étudié dans le Pas-de-Calais au travers des travaux, notamment le questionnaire de 90, je puis dire que c'est flagrant que cette élection des municipalités, dès janvier-février 90, donne lieu à une très forte mobilisation des ruraux. Grosso modo, à la louche, même à l'appel, il y a à peu près 2/3 des citoyens actifs, attention, des villages qui participent à ces élections. C'est quand même un taux tout à fait remarquable. Évidemment, il faudrait, on n'a pas le temps, discuter sur la signification de la différence entre citoyens actifs et passifs. C'est un élément important à prendre en compte. Donc, pour aller à l'essentiel, l'adhésion collective citoyenne à l'organisation territoriale nouvelle et le fonctionnement des municipalités, ainsi d'ailleurs que des districts, crée un moment d'une possible harmonie, en tout cas une forme de collaboration entre peuple des campagnes et ordre politique national qui vient de se mettre en place, le tout dans un relatif autogouvernement des collectivités locales. Là, il y a discussion sur la part d'autonomie ou pas des municipalités sous ce régime. Mais pour que ce système, cette espèce d'harmonie relative perdure, il faut que les tensions ne deviennent pas, évidemment, trop pesantes, trop violentes. Or, justement, au fil des mois, surtout à partir de 91, ces tensions deviennent croissantes et les engagements sont de plus en plus contradictoires entre 1790 et 92, et surtout donc 91-92. Alors, il y a de nombreux sujets qu'on pourrait prendre comme test. Indiscutablement, celui déjà évoqué du rachat des droits seigneuriaux est un des plus explosifs, si j'ose dire. C'est notamment Philippe Goujard qui en a mené une étude tout à fait remarquable dans le cas de la Haute-Normandie, où il montre à quel point il y a un décalage énorme qui se crée entre les administrations urbaines et de départements largement tenus par les bourgeois, notamment rouennais, et les situations rurales où il y a un refus quasi méthodique de payer ces droits seigneuriaux que les
exploitants, que les paysans sont censés racheter. Et tout cela crée donc une tension croissante que dénonce très vertement l'administration du département de Seine-Inférieure dès décembre 1791 en parlant de véritables ennemis, les seuls que nous ayons à craindre. La patrie entière demande à grands cris le rétablissement de l'ordre. Voilà typiquement le discours qui évidemment vise ces manifestations rurales. Ainsi, bon, on pourrait citer d'autres exemples, hein, le problème par exemple de la chasse qu'on n'a peut-être pas assez évalué dans les ouvrages classiques sur les campagnes est très caractéristique. Notre ami Jacques Vernet a publié, vous le savez, le livre de raison d'un maître d'école de l'Est de l'Île-de-France, de Sylvien-Lucien, et ce maître d'école de La Haye évoque les scènes de chasse dans les forêts de la région d'Île-de-France, et ce sont de véritables tueries qui existent, qui se développent dans ces campagnes, en dépit des tentatives pour justement juguler le non-respect des propriétés privées ou d'État, enfin pas encore d'État, mais souvent de pillards, dans ces régions. C'est un autre exemple de difficulté et de tension. Donc, après l'élan initial d'adhésion, en quelque sorte, au nouvel ordre, les éléments de rupture se multiplient. Alors, je ne vais pas les citer tous, hein. On pourrait citer les troubles dans nos régions, notamment liés à la fuite du roi, les désaccords religieux, bien sûr, essentiels, et le refus dans certains villages de prêtres constitutionnels, de curés constitutionnels, souvent venus des villes, les émeutes frumentaires, et puis, ce n'est pas le moindre élément, à partir d'avril 92, la guerre à la frontière du Nord, décisive pour nos régions, d'autant plus que les premiers engagements se soldent par des défaites cuisantes, et donc tout cela évidemment crée un climat extrêmement tendu. Ce qui nous amène, diapo suivante, à un deuxième grand point sur lequel c'est ça? Non, non, vas-y, tu passes encore. Oh, j'ai passé ça. Vas-y, passe, s'il te plaît. Deuxième grand point, donc, qui m'amènera à insister sur le fractionnement politique et territorial du peuple des campagnes de 1793 à 1799. Alors, il faut s'arrêter sur certains signes annonciateurs qui me semblent très significatifs. Et j'en vois un bel exemple, pour privilégier un peu des exemples régionaux, dans l'avertissement que tu peux montrer de l'administration du district de Boulogne-sur-Mer au département du Pas-de-Calais à propos de la relation entre les administrations de district ou de département et les municipalités. Je trouve ce texte tout à fait superbe pour l'explication de problèmes qui ont encore une actualité évidente. Les habitants des campagnes se sont à l'envie les uns des autres, empressés d'organiser des municipalités pour devenir les égaux des maires et officiers municipaux de la ville. À présent qu'ils ont joui de la faveur d'être décorés des mêmes attributs qu'eux, croirait-on qu'ils s'en verront frustrés sans murmure? On ne peut pas mieux dire l'espèce de tension latente qui est en train de naître et qui est effectivement observée sur nombre de sujets. En effet, au-delà des désaccords ponctuels sur telle ou telle affaire, il est en train de, en quelque sorte, de se créer une fracture durable et quasi structurelle entre les différentes administrations et différentes fractions des citoyens français. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de secteurs régionaux, même dans la plupart, la révolution, indiscutablement, devient de plus en plus urbaine. Bon, j'en ai étudié un exemple tout à fait significatif avec la composition des administrations de district dans un département comme le nôtre. En 1790, la majorité des administrateurs des 8 districts du département du Pas-de-Calais sont des ruraux, plus de 55%. Et il y a même plusieurs présidents de ces administrations qui sont des villageois. Fin 1792, ils sont moins du quart à être recrutés dans les villages. En fait, les districts sont devenus des prolongements de la ville, et en particulier, évidemment, nous allons en reparler, des sociétés populaires
urbaines, du moins des sociétés politiques avant août 92 et les sociétés populaires après. Alors, quand on sait la place, justement, occupée par le besoin de reconnaissance de l'autonomie villageoise, c'est évidemment un point névralgique. Et donc, on va assister à une sorte d'éclatement des comportements ruraux dans le moment crucial de la radicalisation révolutionnaire, c'est-à-dire en 1793 et 94. D'abord, les politiques à l'égard des campagnes se font plus heurtées, plus contraignantes. Par exemple, le passage du libre commerce des subsistances au maximum partiel en mai 1793, puis général en septembre 1993, illustre une intervention économique, évidemment, de plus en plus directe, qui s'incarne notamment dans les réquisitions de produits agricoles, notamment pour l'armée, ou de chevaux également pour les mêmes l'armée. Par ailleurs, la contrainte sur les villages prend aussi des formes qui pèsent beaucoup dans les campagnes. C'est notamment, par exemple, les réquisitions de soldats qui affectent plus directement et massivement les paysans. Et puis il y a l'enjeu majeur que constitue la politique agraire. Qu'est-ce que l'on va faire quand on est montagnard et conventionnel en 1793 pour le peuple des campagnes? La logique serait évidemment la division et la distribution des terres. Il y a, on le sait, des mesures qui sont prises dans ce sens, notamment en juin 93 et plus encore en septembre de la même année. Mais on sait aussi que l'application eut de fortes limites, notamment parce qu'une partie des montagnards eux-mêmes craignaient qu'une attaque directe contre les grandes fermes puisse se traduire par une pénurie alimentaire aggravée et une baisse donc des récoltes qui serait catastrophique pour la République. Et donc cette politique agraire, je ne suis pas entré dans le détail évidemment, a beau avoir quelques retouches favorables au peuple des campagnes plus modestes, dans l'ensemble, elle ne redistribue pas fondamentalement les cartes. C'est un peu la même chose pour la question cruciale aussi que constitue la question des communaux, que je développerai un tout petit peu plus parce qu'elle me semble très intéressante. Si tu veux bien passer au document suivant. C'est très intéressant de voir à quel point les villages, y compris parfois très voisins, se prononcent de façon très opposée sur cette question des communaux. Alors vous savez de quoi il s'agit, hein, c'est de savoir si on doit les partager, et si on les partage selon quelle modalité, tous les habitants, ceux qui sont déjà inscrits sur les rôles fiscaux, enfin, etc. Il y a toute une série de débats. Et le débat est très fort, notamment donc au nord-est d'Arras. Et là, j'ai repris donc une pétition qui est envoyée par le village de Courrières à l'Assemblée nationale, qu'on retrouve donc dans les archives nationales, qui est contre le partage des communaux. Alors que Courrières a été, en 1788-89, un des villages où il y a eu les manifestations villageoises globales les plus fortes contre les seigneurs qui voulaient accaparer ces communes. Donc on voit une espèce de prolongation, mais ici contre le partage. Alors bon, je passe sur les arguments, mais en gros, les habitants de Courrières insistent sur le fait que ces communaux rapportent beaucoup plus que si on donnait une parcelle à chaque habitant. Et ils développent toutes les utilités de ces communaux, et on sait que dans cette région de Courrières, l'une des utilités majeures, c'est pas tellement l'élevage, mais c'est aussi le ruissage du lin, et également, d'ailleurs, le fait qu'on retire la tourbe, qui évidemment sert au chauffage. Et donc, on prône la continuité de l'existence de ces communaux contre le partage. La diapo suivante concerne le village de Heureux, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, bien sûr, qui est exactement à l'opposé. Avec, alors là, un langage très caractéristique de l'imprégnation par les sociétés populaires urbaines. La souche gothique de l'arbre féodal est anéantie. Nos terres communales nous sont rendues sur les ruines de la féodalité. C'est là le temps auguste de l'égalité et de la fraternité. L'édifice, cependant, est encore imparfait. Et alors là, on dénonce donc ce qui est en train de se passer à Heureux, c'est-à-dire que certains villageois s'opposent à ce que ce soit l'ensemble des terres qui soient partagées, et notamment, ils souhaitent
que certains villageois souhaitent que les terres qu'on récupère aux seigneurs, elles ne soient pas partagées. Et donc il y a une espèce non seulement d'opposition au partage généralisé, enfin plutôt d'engagement en faveur du partage généralisé, mais au sein même du village, des oppositions entre les solutions qui sont proposées. Donc on voit bien sur ces exemples, donc, pourtant de villages très proches et de situations socio-économiques voisines, comment se profilent des visions antagonistes des solutions agraires, avec en corollaire, évidemment, la difficulté à mobiliser des villageois plus divisés que jamais sur la politique d'accès à la terre. Évidemment, les initiatives paradoxales de la politique conventionnelle n'arrangent rien, et on assiste donc à un véritable éclatement, là encore, des comportements. Et face à ces situations, c'est bien d'un éclatement du peuple des campagnes dont il s'agit. Et c'est par là que je continuerai, un éclatement qui aboutit donc à de très nombreuses situations, parce que je plaide l'idée qu'il est impossible de dire que les campagnes françaises en 1793 ou 94 sont totalement républicaines, sont totalement contre-révolutionnaires. Ça me semble totalement erroné comme jugement. Alors c'est pour ça que je propose un schéma déjà proposé lors d'un colloque que j'ai repris, si tu veux bien passer, où grosso modo, non là aussi je passe, parce que sinon je vais être trop long, où je distingue grosso modo, vous allez dire que je suis... Hein, là c'est bon, ouais, parfait, merci. Donc 5 situations, vous allez me dire que je suis un adepte du chiffre 5, c'est pas parce que c'est la date de naissance de Robespierre, mais vraiment ça me semble correspondre assez bien aux situations qu'on peut inventorier. Bon, je distingue donc que Serge Bianchi, notre collègue, l'un des grands spécialistes de la politique au village, appelle les communes révolutionnaires, c'est-à-dire que des communes où les sans-culottes sont au pouvoir, ont pris le contrôle notamment des municipalités, notamment grâce aux sociétés populaires, et donc engagent très fortement la collectivité dans la politique révolutionnaire. Et ça se voit dans les mesures prises, que ce soit en matière agraire, en matière de réquisition, etc. C'est un cas de figure qu'on rencontre nettement dans certains villages. C'est par exemple le cas du bas pays de Béthune, qui pourtant a fui à un moment assez nettement contre certaines mesures, et qui, en 93-94, voit une multiplication des sociétés politiques populaires, et qui donc adopte pendant quelques mois au moins cette attitude. Deuxième cas de figure, peut-être le plus intéressant, c'est les collectivités éclatées, où les conflits de pouvoir amènent donc à une espèce de guerre, si je puis dire, permanente entre les institutions. Souvent, les municipalités sont restées plus ou moins maîtrisées par les gros exploitants, tandis que les sociétés populaires sont actives. Passé, on reviendra en arrière après. Je donne l'exemple assez connu de Marc en Calaisie, si tu veux bien le donner. Non, passer à la diapo suivante. Ah, je veux, oui, bien sûr. Ça me semble être, c'est un des textes dont on pourrait faire une sorte de symbole, en quelque sorte, de la politique révolutionnaire. Donc c'est la société populaire de Marc en Calaisie, et qui dénonce les fermiers, hein, je résume, qui exploitent au moins 4 à 500 mesures, c'est-à-dire grosso modo 200 hectares, et qui tiennent donc à leur service dans le temps au moins 30 ouvriers, qui sont autant de pauvres vassaux, et par conséquent des gens qui font aller à volonté dans les assemblées d'élection. Tous ces domestiques sont souvent forcés de donner contre leur cœur leur suffrage à leur maître, ce qui fait que ces riches égoïstes sont presque toujours élus aux places de magistrats et tiennent par là le peuple dans un despotisme continuel. C'est très beau ce texte. Et ça dit bien un type de situation qui est relativement fréquent lui aussi, et qu'on trouve notamment dans les régions où justement, Daniel Pinguet l'a évoqué, hein, où les sociétés populaires se sont fortement développées, mais tardivement, notamment justement au moment de la radicalisation révolutionnaire de 93. Si tu veux bien qu'on revienne un tout petit peu en arrière, donc 3 cas restent, je passe rapidement. Les villages au conflit occulté. Ça, c'est un cas aussi qu'on connaît mal, mais bien à la fois, c'est-à-dire qui est fréquent. C'est-à-dire que souvent, on constate que les municipalités, on peut changer
entre 90 et 93. Et ces pouvoirs stables s'accompagnent de l'absence de société populaire et par des injonctions gouvernementales ou des autorités urbaines à peu près suivies, comme les réquisitions par exemple, mais avec des démarches qui consistent à édulcorer les exigences. Et c'est très flagrant, je ne peux pas le temps de citer des cas, mais en ce qui concerne la politique des suspects. Quand on demande, quand les autorités, différentes autorités révolutionnaires demandent qu'on livre les suspects du village, on a une espèce de silence qui traduit donc cette espèce de mainmise où on occulte en tout cas les conflits pour mieux défendre les villageois. Quatrième cas, ce que j'ai appelé les villages de mauvais gré, reprenons là la formule justement de Lefebvre sur le partage des exploitations. Alors là, ce sont des villages où on sent bien que les mesures sont vraiment appliquées au minimum. Les actes anti-révolutionnaires sont relativement fréquents, mais pas de vastes mouvements. C'est par exemple les jeunes hommes qui vont se réfugier dans les bois pour éviter la conscription. Ce sont des arbres de la liberté coupés. Enfin, ce sont des actes donc ponctuellement qui manifestent le mécontentement, si je puis dire. Et puis, il y a les campagnes contre-révolutionnaires, dont on a beaucoup parlé dans l'historiographie, notamment anglo-saxonne, où là, les comportements, alors, j'insiste tout de suite sur le point d'interrogation, est-ce qu'il faut y voir du royalisme, une défense de la religion catholique, un mouvement, l'adhésion au mouvement vendéen dans sa forme militaire, ou une, plus encore, pire encore, si j'ose dire, pour une défense, un retour à l'ancien régime. Permettez-moi d'en douter et de considérer que, en fait, tout cela est compliqué et mériterait sans doute une reprise aussi plus, peut-être affinée, n'en déplaise peut-être à Jean-Clément Martin, que le simple jugement sur la contre-révolution. Alors il y a un cas intéressant qu'on évoque peu, qui est régional, lui aussi, c'est le cas du Hainaut, dont il faut rappeler qu'il est occupé par les Autrichiens pendant plusieurs mois en 92-93, et où les Autrichiens sont censés restaurer l'ancien régime. Et ce qui est frappant dans ce cas, un mémoire de master intéressant le montre, c'est l'absence finalement de soutien populaire à ces mesures. Donc on a une situation qui pourrait être favorable à la contre-révolution et qui ne débouche nullement sur des comportements contre-révolutionnaires. Bon, on le voit, hein, cet énuméré qui vaut ce qu'il vaut, c'est-à-dire probablement mériterait des critiques, sans qu'on puisse prétendre évidemment à un décompte statistique, c'est hors de propos. L'idée c'est évidemment de sensibiliser, si je puis dire, à la multiplicité des situations. En tout cas, cet émiettement des situations me semble fondamental, et on peut d'ailleurs, encore une fois sans statistique, insister sur le fait que les situations mitigées sont certainement les plus courantes et les plus fréquentes, que ce soit donc des espèces de conflits occultés ou le mauvais gré sans plus. Tout cela me semble caractéristique. Et cette situation va prendre une tournure complètement nouvelle, avec une étape nouvelle, celle qui, grosso modo, va de la fin 1794 à 1800, c'est-à-dire la Convention thermidorienne et le Directoire. J'irai assez vite sur cette partie, en résumant donc les faits par un phénomène crucial, me semble-t-il, qui est l'espèce de coupure qui s'opère à partir notamment de 1795, entre la République, puisque le Directoire est encore un régime républicain, bien sûr, entre la République et les campagnes. Alors, quels sont les ingrédients de donc, cette scission, en quelque sorte? D'abord, il y a des situations économiques et politiques compliquées, hein, sans exagérer, évidemment, le relâchement après Thermidor. Il est certain que l'an 3 inaugure une politique nouvelle, avec notamment l'abandon du maximum, une certaine inefficacité dans la lutte contre la délinquance, avec le retour à la vente des biens nationaux dans les formes originelles, c'est-à-dire en grand bloc. Tout cela aboutit à une situation souvent extrêmement difficile dans les villages, l'impression que les villageois sont en quelque sorte laissés à eux-mêmes, sans véritable possibilité, en quelque sorte, de compter sur une quelconque régulation extérieure.
C'est donc dans ce contexte que la constitution de l'an 3, et j'y insiste un tout petit peu, vient bouleverser l'organisation territoriale. Les municipalités cantonales remplacent les anciennes municipalités de village, et c'est donc à l'échelle maintenant des cantons qu'on administre les campagnes. Alors il y a débat là aussi parmi les historiens sur l'efficacité de ces municipalités cantonales. Certains d'entre nous insistent sur le fait qu'elles sont plus efficaces qu'on ne le prétend. Mais ce qui est certain, c'est qu'elles éloignent, dans une certaine mesure, le pouvoir local des villageois eux-mêmes, avec donc des phénomènes, indiscutablement, de prise de distance à l'égard de l'autorité de la nouvelle République, de la République directoriale. Tu peux passer la diapo suivante, on va accélérer un peu. Et justement, s'accélère un processus qui est finalement l'inverse de celui qu'on a pu diagnostiquer en 1789-90. Alors, c'est après Marc Ancalusi, c'est ça? Voilà, c'est celle-là? Ouais, tu peux la passer. On va... Hop. Donc, c'est ça. Et donc, en fait, à partir donc, de 1797, notamment, d'ailleurs du coup d'État de Fructidor, du 4 septembre 1797, on voit que les commissaires du directoire, c'est-à-dire les agents chargés de faire appliquer les lois, ont de plus en plus de mal à recruter pour les fonctions locales, les fonctions donc d'agents municipaux dans les municipalités cantonales. On voit de plus en plus souvent que l'ordre public local est mal assuré, avec notamment une extension des délits forestiers, une extension des incendies volontaires, donc une espèce donc de hiatus, de distanciation croissante entre les campagnes et le régime directorial, qui va évidemment prendre une tournure tout à fait nouvelle, et c'est là où je voudrais quand même revenir un peu, après 1800, et donc on peut passer... Ah non, c'est bon, tu peux rester là. Ouais. Donc après 1800, on peut s'interroger, ou vous poser une question un peu triviale, où est passé le peuple des campagnes? Je m'explique. Il n'a évidemment pas disparu, mais après la Révolution et à partir du Consulat, on assiste à la mise en place d'une situation complexe, une espèce de compromis assez bizarre, où l'impression prévaut que les campagnes sont, en quelque sorte, à la fois apaisées et éloignées de l'État. Ce qu'on peut appeler, ce que j'ai appelé aussi le concordat avec les collectivités villageoises entre 1800 et on peut là aller jusqu'en 1846. Bon, il faut dire que la situation est favorisée par un certain nombre de facteurs structurels. D'abord, le rétablissement, même progressif et relatif, de l'ordre public, par exemple la chasse aux brigands, la lutte contre les incendies, etc. Tout cela apaise en quelque sorte les campagnes et va dans le sens de la satisfaction des revendications. Par ailleurs, et c'est important à souligner, et on en avait déjà parlé il y a quelques années quand j'avais évoqué le régime impérial et les paysans, il faut insister évidemment sur les acquis révolutionnaires. On les oublie trop souvent. L'abolition du servage et des droits seigneuriaux, la pleine propriété pour les paysans propriétaires, l'égalité des droits en même temps que la transformation agricole très relative, tout ça va dans le sens d'une stabilisation finalement de la société rurale. C'est par excellence l'époque des campagnes pleines d'hommes et de femmes, hein, avec donc l'importance qui va avec, qu'a bien monté Maurice Agulon, du folklore, etc. Donc, une permanence structurelle qui s'accompagne également de la mise en place d'un système de gouvernement local tout à fait caractéristique. C'est le régime des notables et la maintenance assez particulière d'un lien territorial qui s'accompagne effectivement d'une forme de passivité populaire. Il faut rappeler en effet, et pour faire bref, que l'une des toutes premières mesures du Consulat, en 1799, exactement en février 1800, c'est de rétablir l'autorité communale, avec à la tête des maires nommés, mais aussi avec un conseil municipal, et donc qui rapproche à nouveau les autorités locales
des habitants des campagnes. Mais ne nous y trompons pas, on le sait bien. Ce système est placé très fortement sous la férule du préfet. Et j'ai pris en exemple de cette situation un précis administratif de 1831, puisque finalement la situation change assez peu, au moins jusqu'à la mi-XIXe siècle. Le maire est dans sa commune le dépositaire unique et exclusif de l'autorité administrative. On pourrait ajouter de la police. Cette autorité s'exerce sous la direction et la surveillance immédiate du sous-préfet. Chaque commune a un conseil municipal. Ce conseil n'est pas une autorité. C'est une réunion d'hommes choisis parmi les plus recommandables et les plus éclairés de la commune pour faire connaître ses besoins, exprimer ses vœux, etc., etc. Donc on le voit, c'est une conception, si vous voulez, à la fois très hiérarchisée, mais en même temps rapprochée du pouvoir local. Et l'un des intérêts de certaines études sur ces fonctionnements des systèmes préfectoraux est de montrer que les préfets et les sous-préfets sont extrêmement attentifs au choix de ceux qui vont exercer ces fonctions, et notamment, bien sûr, en premier lieu, les maires. Et on se rend compte que ces préfets et sous-préfets choisissent des gens pas forcément en fonction de leur richesse ou de leur propriété, mais en fonction de leur capacité à se faire accepter par les habitants. C'est par excellence, si vous voulez, la marque du système des notables tel qu'il est pratiqué avec beaucoup d'habileté, au moins jusqu'en 1808. Parce qu'en effet, après, il y a des accros dans cette espèce de stabilité reconstruite sur la base de la notabilité. Alors les accros, de quelle nature sont-ils? Ils peuvent être de nature, disons, de dérive des régimes. Par exemple, à partir de 1808, la place croissante accordée par le Premier Empire à la noblesse, rétablie, etc., se traduit aussi par le fait que l'on choisit davantage dans les campagnes des maires et des membres du conseil recrutés parmi la noblesse, hein, et bien sûr, notamment la noblesse d'Empire. Et cela se traduit aussi par le fait que les registres municipaux où sont notées les délibérations communales se font de plus en plus pauvres, comme si la capacité en quelque sorte à faire s'établir une discussion locale était en quelque sorte tarie par ce régime. Donc c'est un facteur qui peut expliquer pour une part, nous y viendrons après, l'espèce de cassure qui s'opère à nouveau à la fin de l'Empire. On peut avoir d'autres fausses notes. C'est par exemple les regroupements de communes, alors qui varient beaucoup selon les moments. Par exemple, dans la Somme, ils sont relativement nombreux au début de l'Empire, sans qu'il semble y avoir de véritables difficultés. Ensuite, les difficultés semblent se faire plus nombreuses un peu partout, et les réunifications, les regroupements de communes se font plus rares. Il n'y a personne de Monténesco ici? Ça va? Donc tu peux passer la diapo suivante. S'il te plaît. Alors, en effet, le préfet du Pas-de-Calais, dans les années 1820, a l'idée de provoquer le regroupement entre les communes de Gouves et de Monténesco. Donc, vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est près de Luisan, à l'ouest d'Arras. Et ça donne lieu à un long règlement au moins difficulté, et notamment à des pétitions de part et d'autre. Alors, notamment Gouves, qui ne veut pas de ce regroupement, explique que les relations avec les habitants de Monténescourt sont presque nulles. Cette réunion ne pourrait que produire de dangereuses rivalités. Et ils ajoutent, c'est là où j'ai pris mes précautions en m'assurant que personne n'est de Monténescourt, les habitants se déclarent, donc les habitants de Gouves se déclarent plus à l'est, et craignent d'être, je cite, traînés à la remorque par des voisins qu'ils qualifient de sans moyens intellectuels, toujours contraires aux lois et ne cherchant qu'à mettre le désordre. Non. Donc évidemment, dans un tel contexte, c'est pas très favorable au regroupement, et d'ailleurs le regroupement ne se fera pas. Donc, ce qui explique aussi qu'après 1848, la politique de regroupement en France sera laissée en suspens au moins jusqu'en 1970-80. Bon, il n'empêche que tout ça ne fait pas une révolte et une révolution des campagnes, hein, bien sûr. Mais on a quand même des épisodes notoires de protestation qui sont liés à des situations spécifiques. Alors j'évoquais la fin de l'Empire.
dans nos régions, ce sont les nombreuses désertions et soulèvements de conscrits qui refusent de partir à la guerre dans la phase donc de repli et de défaite de l'Empire. Autre épisode significatif, très connu, c'est la guerre des Demoiselles en Ariège en 1829, liée au Code forestier de 1827. La guerre des Demoiselles, ce sont les habitants de ces villages ariégeois qui se déguisent, notamment en femmes, et qui se protestent, donc manifestent contre les atteintes considérées comme insupportables, contre les forêts qui traditionnellement étaient exploitées par les villageois. Mais tout cela ne fait pas un mouvement évidemment massif qui remettrait véritablement en cause l'assise large des régimes successifs sur cette France largement rurale. Je rappelle qu'en 1850, il y a encore à peu près 70% des Français qui sont des ruraux. Et donc un pourcentage d'à peu près les 2/3 qui sont des paysans. Alors face à cela, que nous révèlent, je terminerai par là, les révélations de la Révolution de 1848 et de la Seconde République? Dans quelle mesure cette troisième révolution et cette Seconde République donnent-elles à voir un rôle nouveau d'un peuple des campagnes qui nous a assez largement échappé depuis près d'un demi-siècle? En fait, là encore, il faut distinguer trois moments et processus. En premier lieu, il y a les mouvements contestataires qui surviennent dans les campagnes, parfois avant même la Révolution de février 1848. Et en tout cas, pendant ces premiers mois. Indéniablement, il y a là un regain des protestations authentiquement populaires dans de nombreuses régions, mais avec des intensités et des convergences assez variables. En fait, il y a trois types de mouvements. Il y a des mouvements importants contre l'endettement qui s'est développé dans les campagnes depuis les années 1830, notamment au bénéfice de prêteurs usuriers qui pratiquent évidemment des taux exorbitants. Et c'est notamment les démocrates socialistes qui mènent le combat dans certaines régions françaises contre ces usuriers et qui favorisent donc les soulèvements villageois contre ces bêtes sauvages. Deuxième type de mouvement, ce sont ceux, et là on retrouve une vieille pratique, de défense des droits d'usage collectifs, donc que certaines, notamment bourgeoisies urbaines, attaquent en voulant faire prospérer leurs propriétés dans les campagnes ou sur les forêts. Enfin, et c'est bien sûr la forme la plus connue et la plus étendue, il y a les émeutes antifiscales du printemps 1848, en particulier contre le fameux impôt de 45 centimes, c'est-à-dire qu'en 1847, on décide que les impôts payés en 1847 seront relevés de 45 centimes pour un impôt de 100 francs. Qu'est-ce que je dis 45 francs pour un impôt de 100 francs. Bon, ça y est, je mélange. Bon, enfin, peu importe, les comptes. Tout cela amène des troubles un peu partout, et cela culmine en particulier dans le centre-ouest, dans des départements comme la Creuse, par exemple, où le mouvement est extrêmement important. Tout cela aussi constitue des mouvements populaires indiscutablement à portée politique, mais avec évidemment une signification qui reste extrêmement floue. Et cette situation va se traduire, bien sûr, par les situations de vote, si tu veux bien passer à la diapo suivante. Encore, voilà. Les fameux votes de 1848 à 1850 qui révèlent d'autres situations et qui amènent en quelque sorte à des diagnostics différents. Que peut-on en dire? Certaines régions pratiquent, et je rappelle que c'est au suffrage universel masculin, bien sûr, certaines régions comme la Picardie, la Normandie, etc., indiscutablement favorisent immédiatement le vote conservateur, avec, là encore, le rôle des notables, souligné aussi bien par Victor Hugo toujours après, ou par Tocqueville, pour ce qui concerne 1848. D'autres d'autres régions sont favorables aux forces progressistes, voire radicales, notamment les démocrates socialistes ou la montagne,
c'est-à-dire les républicains avancés. C'est le cas notamment, encore une fois, en particulier du Sud-Est. Mais ce qui semble prévaloir, c'est l'extrême variabilité des situations. Et bon, je citerai que l'exemple de la Franche-Comté, très bien étudié par Jean-Luc Maillot, où il montre à quel point les votes se répartissent entre des départements républicains modérés, disons la Martignan en quelque sorte, c'est le cas de la Côte d'Or et du Doubs. Un département voisin qui est radical et franchement rouge, c'est la Saône-et-Loire, favorable aux montagnards, et dans une moindre mesure, le département du Jura. Donc on voit là une espèce d'hésitation politique tout à fait manifeste. Mais évidemment, cette hésitation se traduit aussi assez rapidement par des changements de position. Et par exemple, dès mai 1849, les départements qui ont voté pour les républicains modérés prennent franchement parti pour ce qu'on peut appeler le parti de l'ordre. C'est notamment donc le cas de ces deux départements déjà cités, de la Côte d'Or et de la Saône-et-Loire. Ainsi, par ce genre de ralliement, la majorité des campagnes et des départements français renouent avec la nomination des notables, avec un consentement populaire qui se traduira évidemment par le vote massif pour Louis-Napoléon Bonaparte dès le vote de décembre 1848 et plus encore évidemment au fil des élections, notamment législatives, de 1849. D'où évidemment le jugement de Victor Hugo déjà cité, qu'on retrouve aussi, si tu veux bien passer, qu'on retrouve aussi dans un diagnostic de Pierre Larousse, l'auteur évidemment du fameux dictionnaire, sur lequel je reviendrai d'ailleurs, jugement que je vous laisse le temps de lire, et sur lequel je reviendrai en conclusion. En tout cas, ce jugement sur une France qui bascule en faveur du Second Empire majoritairement et indéniablement ne doit pas non plus donner lieu à une généralisation. On sait bien qu'il y a une France de la résistance républicaine qui est tout à fait notoire, notamment étudiée finalement par celui qui est sans doute le meilleur pionnier de ces types d'études, c'est-à-dire Maurice Agulon, dans son ouvrage des années 70, La République au village, qui a montré comment le sud-est de la France, mais aussi, pour une large part, le nord du Massif central et l'ouest du Massif central, en tout cas le sud-est, prend la défense de la République, et c'est une défense, y compris armée, avec création de comités républicains locaux, y compris dans les villages, qui se confrontent avec les forces armées ou la gendarmerie, un comité départemental de résistance dans les Basses-Alpes se siège en quelque sorte pendant plusieurs semaines en décembre 1851, et des troupes venant de Marseille y sont repoussées. On sait aussi, par exemple, je renvoie à la description par Zola dans Les Rougon-Macquart de la résistance du village de Dops dans le Var, qui donne un bel exemple aussi de ces résistances. Donc il y a bien une résistance authentiquement populaire et républicaine, avec deux traits néanmoins, deux limites en quelque sorte. D'abord, elle est exclusivement provinciale, il n'y a quasiment pas de phénomène parisien, et elle est majoritairement rurale et de petites villes. Et puis, surtout, bien sûr, le fait qu'elle reste localisée, au total une douzaine de départements, ce qui évidemment explique la facilité finale de l'installation impériale en 1851. Dans tout cela, évidemment, si on avait plus de temps, il faudrait reprendre les raisons qui motivent l'une ou l'autre des attitudes, et notamment ce sur quoi Agulon insiste à juste titre, c'est-à-dire l'importance des pratiques culturelles, des chambrées, le rôle aussi des gros bourgs dans ces engagements. Alors pour terminer avec une brève conclusion, il me semble falloir insister sur le fait que l'histoire du peuple des campagnes dans ses rapports aux politiques, et plus particulièrement à la République, ne saurait être ramenée ni à une évolution continue, ni à un comportement unifié, pour ou contre. Des moments donc de convergence, de rapprochement, d'autres d'éclatement, avec évidemment le problème que pour la République, que plus de division que d'unité amène effectivement l'absence de soutien qui pour une part explique la difficulté de cette République à s'installer. D'où les jugements très contradictoires
qui sont portés sur l'attitude politique des ruraux. On connaît évidemment ceux des dirigeants conservateurs qui, tout au long du XIXe siècle et au-delà, vont considérer que les campagnes, heureusement, sont là comme base de stabilité de la société et pour empêcher les dangereux révolutionnaires de prendre le pouvoir et pour faire face à la menace que représente le peuple des villes. C'est le modèle que mettait déjà en exergue Vigny, ou c'est celui évidemment qui sera repris à volonté aussi bien par les royalistes en 1870 et plus tard évidemment par le pétinisme. A l'inverse, on a donc l'interprétation républicaine, dont celle de Pierre Larousse, si tu veux revenir un petit peu en arrière, qui analyse, alors le texte est assez sévère, hein, qui rappelle que la grande révolution a fait du paysan français un homme libre, etc., avec toutes les images qu'on apprécie à cette époque, et souligne surtout que les paysans, selon lui, ont oublié que la Révolution les avait émancipés en confondant dans leur ignorance République et Empire, et donc ils s'enthousiasmèrent pour ce funeste guerrier. Alors là, évidemment, le raisonnement est sans doute un peu courte vue, et il n'insiste pas assez, me semble-t-il, sur ce que j'ai rappelé brièvement, à savoir les raisons, en quelque sorte réelles, objectives, de cette espèce de ralliement face à une République qui n'assurait pas la sécurité demandée. Et évidemment, la conclusion, sous la double pression qu'exerçait sur lui le clergé rallié à l'Empire et le pouvoir civil, le paysan ne fit aucun progrès intellectuel et blanc. On retrouve là le slogan habituel qui fait qu'on a dans les villes couramment et dans les élites intellectuelles une forme de mépris pour les bouseux. Heureusement, on sait bien que tous les républicains n'ont pas fonctionné selon ce registre, et à cet égard, évidemment, il faut souligner le rôle de Gambetta, qui lui a compris qu'au contraire, la manière de rallier les campagnes à la République, c'était de leur assurer à ces campagnes un minimum de services, d'où l'importance de la création du ministère de l'Agriculture, etc., etc. Donc, tout cela nous ramène à une dialectique très complexe, où il me semble falloir, et indispensable, de toujours marier la diversité et les convergences, et c'est, me semble-t-il, ce qui manque singulièrement, y compris dans certains milieux avertis, face au mouvement paysan de 2024. Typiquement, on a eu l'impression que l'ensemble des paysans pouvaient être mis dans le même, en quelque sorte, la même situation, alors que, évidemment, la caractéristique et la différenciation des situations est peut-être encore bien plus importante en 2024 qu'elle ne l'était en 1789. Voilà, je m'arrêterai là. Merci bien, Jean-Pierre, c'était passionnant. Voilà, et Gauthier Baer, d'ailleurs, nous offre le mot, quoi, tu vois, c'est affiché. Ah, d'accord. Voilà, Gauthier dit, voilà, je retrouve avec joie l'ambiance des exposés passionnants de mon ancien professeur de lettres. Salut.